Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Café du Market. Alors qu'on parle de plus en plus d'IA pour la création de contenu, notamment rédactionnel, le potentiel de la vidéo, qui est un contenu un peu plus humanisé, parfois même un peu plus creusé, semble n'avoir jamais été aussi fort. Et d'ailleurs, quand on parle de vidéo, évidemment, la plateforme reine, c'est YouTube, qui est un moteur de recherche complètement sous-estimé en B2B. Et donc justement, pour voir comment est-ce qu'on peut intégrer ça dans sa stratégie marketing, je suis aujourd'hui avec Maxence van der Zalmen, qui est CEO de Make Sense for Digital. Bonjour Maxence. Salut Axel. Écoute, c'est un plaisir de t'avoir sur le podcast parce qu'en plus, j'allais dire, c'est dingue, ça fait peut-être des années qu'on interagit sur LinkedIn et puis au final, on s'est finalement pas parlé. Donc c'est trop cool de pouvoir t'avoir en vrai pour parler de ce sujet-là, quoi. Bah écoute, c'est un grand plaisir. C'est vrai que on aura attendu quelques années, mais j'espère que ça valait le coup. Ouais, comme quoi, que j'allais dire, effectivement, tout arrive, mais donc peut-être que tu peux, s'il te plaît, peut-être en introduction, te représenter en quelques mots, du coup, s'il te plaît. Ouais, bien sûr. Alors moi, je suis CEO et fondateur de Make Sense for Digital. Donc, on est une agence de conseil en marketing digital qui a été créée début 2021. On est basé à Lille et on accompagne des acteurs aussi bien sur la partie e-commerce que sur la génération de leads. On a accompagné plus de 60 marques aujourd'hui. Ça va de Bonduel pour les plus gros jusque les mini-mondes pour les plus petits, on va dire. Et avant ça, moi, j'étais directeur marketing plutôt côté e-commerce chez Tikamoon, que j'avais accompagné de 2 à plus de 60 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, mais ce que je dis moins souvent, c'est que ça m'a pris 8 ans. Ouais, bon, écoute, ça reste, je pense, même en 8 ans, une croissance tout à fait correcte. En tout cas, il devait pas se plaindre. Enfin, bon, après, tu me diras, ça a ses propres challenges derrière pour structurer tout ça, mais bon, bref. Donc, bon, bref, ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui, même si de notre côté, ça pourrait être un sujet intéressant. Donc, l'idée, c'était effectivement qu'on parle de YouTube. Peut-être, est-ce qu'en introduction, tu peux revenir sur pourquoi est-ce que c'est un canal qui est peut-être sous-estimé ou en tout cas sous-investi en B2B. C'est vrai qu'on voit assez peu de boîtes au final qui brillent dessus. Le potentiel que ça peut avoir et puis la place aussi dans une stratégie marketing, tu vois, à quel niveau c'est intéressant de travailler ce canal-là. En fait, ce qui est intéressant, et t'as raison de le dire que c'est sous-estimé, je pense aujourd'hui, et on va dire que c'est de moins en moins sous-estimé, donc ça c'est bien. Et je pense que le fait de faire des épisodes dessus, ça va participer aussi. Pourquoi c'est sous-estimé? C'est parce qu'en France, on voit beaucoup YouTube comme une plateforme de soit divertissement, soit de l'edutainment, donc le côté éducation et entertainment, et moins d'un point de vue business, alors que tu as quand même une réalité sous-jacente qui était que tu as énormément de monde qui va chercher des tutos aussi, même côté pro dessus, c'est un réflexe assez commun, et ce qui prend de l'ampleur, et tu le vois sur les chaînes américaines, c'est déjà le cas depuis des années, tu as ce côté s'établir comme une marque, ça passe aussi par YouTube, parce que tu vas créer du lien avec les personnes et bah, être en contact direct avec tes utilisateurs finaux. Même si c'est du business, ça reste des humains derrière qui ont besoin de faire du lien avec toi et de voir que derrière la marque, derrière un SaaS quelconque, il y a quand même des humains, il y a un usage qui est fait par des humains. Ouais, clairement, tu vois, c'est vrai que tu parles de cet aspect tuto. En fait, on le voit carrément sur tous les logiciels, quoi. Enfin, même, enfin, j'allais dire même Google Ads et au final, alors, comme les éditeurs de logiciels le font pas, alors peut-être par peur aussi des fois de la concurrence, de montrer un peu à quoi ressemble son soft et tout. En fait, souvent la place, elle est prise aussi mine de rien par des agences ou par des indés qui vont du coup vendre la compétence d'accompagnement autour de ça et qui du coup font cette partie tuto en ligne. Et alors, clairement, il y a une place à prendre, quoi. Ouais, et tu vois, même côté logiciel, tu vois, je pense à la chaîne de SEMrush, pour donner un exemple concret que les gens peuvent aller voir. Euh, Eux, tu vois que bon, ils sont très très forts en marketing, évidemment, de base, et ils ont des programmes d'affiliate avec énormément de personnes aussi sur YouTube, mais même eux, sur leur propre chaîne, tu vois que ils participent aux différents débats qu'il peut y avoir sur leur domaine d'activité, et ils se posent vraiment, au-delà de la brique tech, ils se posent aussi comme on existe dans l'écosystème au-delà du SaaS. On a un impact sur notre écosystème, et c'est en ça que tu renforces potentiellement ta position de leader dans leur cas, en tout cas d'un des leaders, mais aussi, et je pense que c'est là où on peut revenir sur le fait que c'est sous-estimé, c'est que toutes les places ne sont pas prises aujourd'hui, et je pense que tu as beaucoup de verticales qui mériteraient d'avoir plus de créateurs business, on pourrait dire. Euh, le problème de ça, mais on pourra y revenir, je pense, c'est sur tout ce qui va toucher à la rentabilité et au coût qu'on a l'impression que ça va engendrer. Ouais.
OK. Ouais, donc du coup, effectivement, au final, dans la façon dont tu en parles, c'est que ça peut être utilisé pour du thought leadership, donc des contenus, au final, enfin, découvertes assez haut dans le funnel. Et en même temps, quand on parle plutôt de tuto et tout, on arrive même sur des phases plutôt avancées dans voici comment ça fonctionne, ou alors peut-être même de la fidélisation client au final sur comment tirer un meilleur parti de notre offre, quoi. Donc on voit bien que au final, ça peut accompagner tout le funnel de vente, quoi. En fait, tu vois, on parlait du fait qu'on s'était croisés sur LinkedIn, il y a quelques années. C'est un Ouais. peu la même logique, c'est que tu vas avoir des contenus, potentiellement plus rassembleurs ou des contenus qui parlent à un plus large panel, qui sont pas forcément tes clients d'ailleurs. Et Mhm. après, tu vas avoir des contenus qui vont aller de plus en plus vers de la conversion. Et là, tu retrouves des logiques finalement qui sont très marketing perf dans Ouais. cette approche-là. Et autant sur le YouTube purement organique, moi j'ai besoin de paid dans mes veines pour vivre. Mais sur le YouTube organique, ce qui est sain et ce qui permet de bien simplifier, et moi j'avais fait pas mal de conseils là-dessus, parce que moi je viens du paid à la base, Ouais. l'organique c'est arrivé un peu après, on va dire, surtout sur YouTube. Si tu me parles de SEO, ça va, et faire du SEO sur YouTube, ça c'est un autre sujet, mais on rentre vraiment trop dans la brique technique si on fait ça. Mais en Ouais. tout cas, les logiques sur pourquoi les gens viendraient sur ta chaîne YouTube, c'est des logiques de funnel en fait, où tu as cette logique d'awareness, de considération, et pas forcément les contenus d'achat, parce que ça n'a pas trop sa place sur le YouTube classique, même Mhm. si c'est important de le faire sur YouTube, et on pourrait y revenir aussi. Bah justement, ouais, on va rentrer dans le sujet. Donc justement, mettons que je sois une boîte B2B, je veux investir YouTube. Finalement, le sujet il est assez large parce que tu l'as dit, il y a l'organique, il y a le paid, mais il y a aussi les formats parce qu'il y a les formats longs, horizontaux, et puis il y a les formats short maintenant. Donc ce que je te propose, c'est qu'on traite l'un après l'autre. J'allais dire, commençons par l'organique. Euh, Est-ce que tu peux me dire justement comment est-ce que j'aborde le sujet en termes de contenu, ce qu'il faut optimiser, comment mixer long, enfin le rôle des longs et des shorts, tu vois, comment est-ce que je mixe ça dans ma stratégie? En fait, comment je construis un petit peu une stratégie de contenu organique sur YouTube? À quoi il faut penser? Ouais, et ben sur YouTube, le problème c'est qu'il faut bien y penser, parce que sinon ça prend du Ouais, temps. effectivement, t'as 30 secondes pour me faire une réponse qui soit vraiment carrée. Un peu large. Du coup, tu vois, sur l'organique, je suis un très bon consommateur et je comprends les logiques. Sur le fait de l'appliquer, même pour moi-même, je suis un très mauvais élève. Tu vois, je sais que sur l'alternance de formats, tu as les formats très longs, même avec la logique masterclass sur du 1 heure, qui vont Hmm, permettre de poser ton expertise, qui sont, on va dire, des contenus qui intéressent potentiellement plus de monde, mais c'est pas non plus du grand public sur on analyse la séparation de vilebrequin, si tu veux, euh, ouais, pour reprendre sur les chaînes qui avaient percé là-dessus. Tu vas rester quand même sur des contenus un peu de considération. Et le côté format long, ça a plusieurs intérêts. Ça va quand même être le fait de parler longtemps avec ton audience, le fait de réussir à prouver une expertise. Parce qu'aujourd'hui, mine de rien, et je redonne quand même quelques arguments sur YouTube, c'est une des rares plateformes aujourd'hui, hors podcast, effectivement, mhm, où tu peux parler longuement à ta cible et où tu peux partager tes idées, ta façon de voir les choses, ta façon de travailler quand tu es dans le conseil comme moi. Ça fait effet repoussoir, par exemple, sur certaines typologies de clients que tu n'as pas envie de servir. mhm, Et pour autant, ceux avec qui ça résonne, ils peuvent t'écouter pendant des heures. Tu vois, j'ai des gens qui m'écoutent depuis des années et qui apparemment se lassent pas, ce qui est quand même assez étonnant. Et c'est la même chose pour toi avec le podcast. Je pense que tu parles mhm, directement à des gens, même si tu les vois jamais, tu as des auditeurs qui sont là depuis super longtemps. c'est Donc clair. c'est un des rares formats où tu peux avoir un territoire d'expression qui, même en étant soumis à un algorithme, il est quand même un algorithme beaucoup moins sévère que tu ne peux l'avoir sur Instagram, sur LinkedIn ou sur d'autres plateformes qui sont un peu plus consuméristes dans la brique contenu, on va dire. Donc ce contenu long, il est pour moi nécessaire, et il faut le démystifier sur qu'est-ce que tu mets dedans. Enfin, encore une fois, c'est qu'est-ce que tu vas raconter. Et là, tu rejoins des logiques purement branding et marketing finalement. Qu'est-ce qui fait que toi, tu es légitime pour parler d'un sujet, et qu'est-ce qui fait que tu es la meilleure personne pour parler d'un sujet? Tu as cette brique-là. Ou alors, c'est je suis pas encore la meilleure personne pour en parler, ou je me sens pas légitime pour le faire, et je vais te documenter un parcours. Ça, c'est ce qui marche souvent. Et tu as le niveau entre deux où tu te dis, mais en fait, j'ai beau avoir fait plein de choses, je sais que j'apprends toujours, et donc je documente ce que je continue d'apprendre au niveau, on va dire, ultimate, où tu as le fameux niveau de conscience, je sais que je ne sais pas. Ouais. Et là, tu le documentes, et ça intéresse les gens qui sont dans le même état d'esprit.
Donc tu as cette brique hyper longue, mais à côté de ça, tu vas avoir le format short qui est un autre univers, on va dire. Moi, je suis pas le plus grand fan des shorts en organique pour le coup. Mmh. Ça, ça sert à potentiellement faire du repurposing, donc du recyclage de tes contenus longs. Mais de ce qu'on voit, j'attends les stats sur le sujet, mais tu as quand même assez peu de migration de gens qui te consomment en short versus le fait de les passer sur des formats longs derrière. OK. Donc si tu devais choisir un écosystème, et admettons, tu me disais si je me lance sur YouTube, comment je fais? Tu vois, j'irais quand même chercher du format long, masterclass ou du contenu d'actu. Tu vois, là, sur ma chaîne, j'ai mis le débrief du Google Marketing Live qui est sorti. Forcément, c'est un sujet d'actu, ça va intéresser ma cible. Et derrière, je le remets en short. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est de se dire, OK, bah, le format long, ça va créer du lien avec l'équipe, enfin, avec l'audience, pardon. Et après, ce qui est intéressant avec YouTube, et c'est là où tu viens mettre la brique paid derrière, parce qu'il faut se rappeler que c'est la régie de Google, en fait, derrière, c'est Google Ads. Ouais, c'est Google, ouais. Mmh. Tu peux faire de la pub spécifique sur les gens qui ont consommé le contenu de ta chaîne. Donc, en fait, c'est là où je disais que YouTube, il est très bien sur awareness et considération en organique. Par contre, toute la brique conversion, tu peux la mettre en paid en disant, OK, ben en fait, il y a des gens qui ont montré un intérêt pour ce que je dis, pour ce que je fais. Mes call to action, je vais les mettre dans les pubs. Et comme ça, mes call to action ne sont pas soumis à un algorithme externe et ils sont maîtrisés, entre guillemets, juste avec du budget publicitaire. Ouais, OK. Ouais, justement, bah, on en parlera du paid. Donc, en fait, ce que tu dis, c'est qu'effectivement, on aurait tendance à vouloir dire, potentiellement, le short, ça va faire plus de visibilité, facile, on va dire, que des contenus longs. Et donc, l'idée, ce serait de développer des shorts pour ramener vers les vidéos longues. Ça, tu dis que les conversions, au final, elles se font assez peu. Et donc, le short, il est intéressant pour, enfin, potentiellement recycler des parties, en tout cas des extraits de tes contenus longs. Euh, mais et du coup sur l'aspect, on va dire après peut-être potentiellement dans l'aspect pub, mais moins, enfin en tout cas l'idée que les contenus shorts vont ramener vers ta chaîne longue, ça fonctionne assez peu au final. Ça fonctionne assez peu, tu peux avoir des effets assez délétères. Alors, on n'est pas dans le business, mais tu avais, je crois que c'est Thibaut InShape qui avait Ouais, explosé avec des shorts muets, enfin, en tout cas non, il n'y avait pas de voix française dessus. Du coup, ça a complètement cramé son audience parce qu'il a chopé une audience non francophone alors que sa chaîne était francophone. Donc ok. ça avait littéralement cramé son compte. Je sais plus si c'est lui ou pas, mais ce qui est intéressant, c'est que les shorts, mine de rien, ça t'aide quand même à faire du nurturing sur des gens qui t'ont déjà consommé aussi, Mm. et ça aide à faire de la rétention d'audience, parce que c'est pas parce que quelqu'un a vu une fois une de tes vidéos qu'il va revenir consommer. Donc Ouais. et tu fais des impressions dans la tête. Mais encore une fois, comme on parle de lancement, je pense que les shorts, c'est une autre logistique aussi. C'est d'autres Mm. coûts, d'autres montages. Même si tu as des IA qui permettent de bien le faire aujourd'hui et de faire Ouais. du montage assisté par IA. Mais sinon, tu rajoutes des briques de coûts supplémentaires sur une tentative de se lancer ou d'aller conquérir YouTube. Et s'il y a du budget supplémentaire à mettre, effectivement, moi, je préfère aller sur le paid. OK. Ah ouais, donc OK, pas forcément investir tout de suite en short, plutôt se mettre sur du contenu long. Ah, du coup, si je veux lancer mon contenu long, donc effectivement, bon, on va rentrer dans la stratégie de contenu. J'allais dire quels sont les sujets que je dois aborder. Donc ça, c'est des sujets au final de contenu un peu classique, mais j'ai envie de te dire qu'un contenu d'un article de blog, il pourrait très bien être repris en vidéo avec quelqu'un qui l'explique et puis qui l'illustre. Mais au final, à quoi est-ce que je dois faire attention? Qu'est-ce qui est spécifique à YouTube, tu vois, pour que ça fonctionne? Est-ce que tu vois, par exemple, on voit des vignettes qui sont des fois très designées. C'est quoi les points clés auxquels faire attention pour que les vidéos, enfin que je poste, elles aient le plus de chances d'avoir un peu d'impact, quoi. Bah, ce qu'il faut retenir, je pense, c'est s'il y a, allez, on va dire deux mini techniques à retenir, c'est déjà, est-ce que c'est une vidéo que moi j'aurais envie de regarder? Ce que je suis en train de dire, parce que si la réponse est non, il faut se poser la question. Et la deuxième, c'est de tout de suite, dès le début d'une vidéo, en fait, les 30 premières secondes, c'est comme l'accroche d'un post sur LinkedIn, pour reprendre LinkedIn, c'est si ça passe pas, ça passe pas. Les gens vont partir, et tu le vois sur les courbes de toutes les personnes qui ont déjà uploadé sur YouTube. Tu vois que les 30 premières secondes, c'est une courbe qui va vers le bas hyper drastiquement, et après ça se stabilise. Donc le, le petit hook, s'il faut retenir pour bien travailler ces hooks, c'est proof promise plan. C'est la preuve que tu es la bonne personne pour parler du sujet ou dont tu as évoqué le titre.
Tu fais une promesse, à la fin de cette vidéo, vous serez capable de paramétrer vos campagnes sur YouTube Ads de A à Z. OK. Et le plan de la vidéo, tu dis, on va d'abord créer le compte, on va structurer vos campagnes et ensuite on va appuyer sur le bouton. Et comme ça, les personnes, elles savent à quoi s'attendre. Si c'est pas ce qu'elles venaient chercher, so what, elles s'en vont, c'est pas grave. Si c'est exactement ce qu'elles cherchaient, bah, très bien, elles se disent, ok, je suis au bon endroit. Et c'est un peu le côté, vous êtes ici sur la carte. OK. OK, ouais, donc effectivement, une accroche bon, évidemment, il y a la qualité du contenu, ça, tu l'as dit, et après, c'est effectivement, mettre un focus sur l'accroche, les 30 premières secondes avec, la promesse et le plan, quoi. C'est ça. Et comme ça, OK. tu sais que, en tout cas, les gens savent pourquoi ta vidéo, elle existe. Tu as d'autres contenus un peu plus routes, on en parlait avant de démarrer le recording. Mmh. Ça, c'est plus pour du nurturing, effectivement. Mais sur les contenus de découverte, les gens te connaissent pas. Donc forcément, il faut un moment qu'ils disent, mais pourquoi cette espèce d'endive est en train de me parler de Google Ads, tu vois. Ouais, ouais, OK, et dans les éléments de donc de dans la enfin, tu vois, les élé je pense aux éléments de vignette, de titre, de description et tout, il y a quand même des règles à respecter pour, à la fois, j'allais dire, être, identifiable dans le moteur de recherche, tu vois, et peut-être que, je sais pas, il y a le taux de conversion entre les impressions et les clics, tu vois, il y a des choses certainement à aller chercher, quoi. Sur les titres, tu as deux façons de voir les choses. Moi, j'étais un grand adepte de ce qu'on appelle le minefield farming. C'est d'aller chercher des requêtes qui vont remonter sur du SEO YouTube, on va dire. C'est OK. Mmh. comment améliorer sa délivrabilité en emailing, par exemple. Et là, Ouais. tu vois que c'est des vidéos. J'ai des vidéos qui ont plus d'un an, je crois, et qui continuent de ramener des vues et qui sont dans le top 10 des vues chaque semaine, alors que c'est OK. une vieille vidéo. Donc, tu as ce sujet-là qui, on va dire, est un peu mon préféré parce que je viens de l'héritage du SEO. Mmh. C'était dans une logique purement utilitaire. Et après, la logique où je suis beaucoup moins légitime pour en parler, et c'est un camarade Baptiste qui m'avait pas mal challengé sur mes propres titres et la façon de Ouais. faire, c'est sur comment tu vas réussir à capter l'attention sans tomber dans le clickbait pour autant, Mmh. mais en même temps donner envie aux gens de cliquer sur la vidéo de cet inconnu qu'ils n'ont pas vu, et où sur la miniature, je reprends un des conseils de Baptiste, c'est-à-dire, en fait, si tu fais une masterclass, par exemple, tu donnes déjà un des conseils en mode une seule phrase sur la miniature, soit dans les espèces de petits tableaux, des petits encarts, etc. Et comme ça, les gens se disent, OK, bah, déjà rien que cette phrase-là, ça a l'air intéressant. Peut-être que je peux commencer à me farcir la vidéo de 59 minutes et je verrai après. OK. Tu commences à Ouais. teaser dès le début, en fait. Ouais, effectivement, donc en fait, tu as cette logique un petit peu SEO dans le titre, dans la formulation de la question, donc en fait, c'est un peu imaginer la recherche comme un SEO classique, quoi. C'est l'intention de recherche derrière le mot-clé, quoi. Et après, tu as effectivement soigné la vignette pour déjà apporter de l'information, pour donner envie d'aller plus loin dans le truc, quoi. OK. Pour continuer un petit peu dans le sujet, t'as abordé tu l'as brossé un petit peu quelques fois, mais au final, tu me disais que la publicité sur YouTube, ça avait un potentiel qui était super intéressant, qui était aussi d'ailleurs très sous-estimé dans les régies. Est-ce que tu peux revenir sur un peu le pourquoi et comment investir du coup en pub sur YouTube? Sachant qu'en plus, c'est ce que tu me disais, potentiellement, c'est plus intéressant de le faire directement par la régie Google Ads que par la régie YouTube. Ouais, alors le piège, pour tous ceux qui ont déjà sponsorisé un post Facebook et qui ont appuyé sur le fait de sponsoriser, on a tous appris un jour que c'est ce qu'il fallait pas faire, il fallait Ouais. passer par le business manager. Sur YouTube, c'est pareil. Dans le YouTube Studio, tu peux sponsoriser tes vidéos, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Parce que tu vas OK. pas maîtriser, tu peux aller chercher soit des vues, soit des abonnés. Ce sera pas des abonnés quali, ce sera pas des vues quali. Donc en fait, à part la vanity metric, ça va pas être le plus intéressant. Et je ferme le parallèle là-dessus parce que même les vues, tu peux aller chercher des vues moins chères si c'est juste pour ton ego et tu veux montrer à des clients, un board ou quoi que ce soit que tu as eu des vues sur ta vidéo. Tu peux aller le faire plus facilement depuis la régie Google Ads. OK. Et donc, tu as juste besoin d'un compte Google Ads classique sur lequel tu peux aussi faire tourner tes campagnes sur le réseau de recherche, tes campagnes shopping quand tu vends du produit. Et tu as ce format de campagne soit purement YouTube, soit ce qu'on appelle les campagnes demand gen aujourd'hui, qui vont être donc des campagnes dédiées à la génération de la demande. Donc on pourrait vraiment dire que c'est fait pour le B2B, même avec ce genre de terminologie. Et dessus, c'est là où tu vas venir choisir des vidéos qui sont sur ta chaîne YouTube, soit en public, soit aussi, tu peux sponsoriser des vidéos non répertoriées, typiquement les ads dont je parlais. Tu peux avoir des vidéos qui sont vraiment dédiées à la conversion, qui n'ont pas d'intérêt pour ton audience en termes de, De pas contenu, d'entertainment ouais. non plus, mais en tout cas de consommation classique, mais où tu peux Mmh. pousser de la vidéo call to action en fait. Et donc tout ça, tu le fais dans ton interface Google Ads avec la structure demand gen classique.
Le petit hack que je dis tant que j'y pense, c'est qu'il faut bien faire des exclusions de chaînes. Donc, il y a des listes de chaînes que tu dois exclure de ton compte Google pour pas qu'il aille diffuser des pubs dessus. Typiquement, OK. les chaînes pour enfants, surtout en B2B. Bon, c'est pas parce que il y a des cadres sup qui ont mis leur enfant devant Peppa Pig qu'ils vont avoir envie de prendre un abonnement SEMrush. Donc en fait, il faut enlever ces chaînes-là, sinon ça va te cramer du budget. Je le dis tant que j'y pense, comme ça, OK. tuyau. OK. Ouais, donc ce que tu dis, c'est qu'en fait, effectivement, donc c'est plus intéressant d'aller chercher la pub par la régie Google. Et donc, qu'est-ce que tu vas, en fait, j'allais dire, comment est-ce que tu mixes du coup organique et paid? En fait, même j'allais envie de te dire l'approche du paid, parce que c'est vrai que donc, quand on est sur YouTube et qu'on regarde des vidéos, en fait, on les voit les publicités qui passent, qui sont souvent des petits clips un petit peu optimisés, des vraies pubs comme à la télé presque, avec le call to action machin. Est-ce que du coup l'intérêt de ces pubs-là et du paid, c'est d'aller euh, développer la visibilité de la chaîne et de ramener vers tes contenus longs, tu vois, développer les vues, les abonnés, ou en fait, est-ce qu'il faut se servir de ces pubs-là plutôt pour retargeter des gens qui sont venus sur ta chaîne et essayer de les emmener vers ton site internet? Tu vois, en fait, c'est comment ça fonctionne en termes de complémentarité, ces choses-là? En fait, tu as plusieurs façons de faire. Je pourrais donner une technique, mais il n'y en a pas qu'une seule. Ça dépend vraiment de comment toi tu mappes ton parcours utilisateur et de te dire, OK, comment je veux que les utilisateurs interagissent avec ma marque et finissent par acheter. Je te donne un exemple, peut-être en auto cas client, sur comment moi Mhm. je vois les choses. Moi, je fais des contenus où j'ai quasiment aucun CTA à l'intérieur aujourd'hui, vraiment Ouais. zéro. Et toutes mes vidéos renvoient vers une seule même vidéo qui est publique, qui est la version un peu 10-15 minutes en mode VSL, comme on pourrait dire, vidéo sales letter, ou qui explique vraiment comment on travaille, avec qui, pourquoi, comment ça se passe. Et à côté de ça, tu as le support avec les ads qui sont et en short et en format 16 neuvième, Mhm. viennent derrière juste te dire télécharger la Digital Scaling Roadmap qui est le lead magnet classique que nous on pousse avec Ouais. les différents stades de maturité. Et en fait, la Scaling Roadmap, j'en parle une phrase par vidéo, même une vidéo d'une heure, tu vas avoir juste une micro-phrase dessus. Alors que sur les ads de 15, 30, 50 secondes, tu vas avoir vraiment que ça avec pourquoi tu dois y aller. Et ensuite, c'est là que tu vois que c'est des parcours compliqués quand même en B2B. Mhm. Les gens vont tomber dans un funnel email ou être Ouais. rappelés ou tu vois derrière ils vont être remis dans des audiences de retargeting spécifiques avec tu pousses de la prise de rendez-vous. Ça je le fais pas pour moi, mais on avait des clients B2B qui ont assez de volume pour avoir même un niveau supplémentaire. Ou sur les Ouais. gens qui ont téléchargé le lead magnet, tu vas pousser de la prise de rendez-vous. Donc tu vois, tu as cette pyramide inversée qui à chaque étape, tu essayes de vendre l'étape suivante en fait. Ok. Ouais, donc en fait, ce que tu dis, c'est ça, c'est que toi, la façon dont tu utilises la pub, en final, c'est pour pousser à la conversion, donc tu vas plutôt t'en servir pour pousser des lead magnets, et c'est pas de la pub pour développer la visibilité de ta chaîne ou aller capter du trafic et des vues, en fait. Ça, tu peux le faire si tu as les budgets qui vont avec, j'ai envie de dire. Mais il faut faire assez attention parce que tu as vraiment besoin à chaque fois d'avoir des audiences spécifiques. Surtout en B2B, en fait, tu n'es pas du tout dans le grand public. Tu vas vraiment chercher des audiences précises. Et c'est pour ça que c'est intéressant de toujours se baser, et je le dis d'ailleurs parce que je ne l'ai pas assez mis en avant, le fait de payer le moins cher possible ses vues publicitaires en B2B, comme sur toutes les régies, c'est une erreur. Ça veut dire que tu as des vues non quali, parce que les vues de cible B2B, c'est les plus chères, même si ça reste beaucoup moins cher que sur d'autres régies. Et où est-ce que je voulais en venir, c'est que les ads, on va dire, c'est pas juste là pour augmenter ton nombre d'abonnés. En fait, toi, en B2B, ce que tu veux faire, c'est finir par vendre quelque chose. Sauf si, comme un SEMrush, où ils ont peut-être eu ces genres de budget, tu veux vraiment t'imposer comme le leader sur un domaine. Là, tu vas rajouter la dernière couche tout en haut sur la notoriété. Mais sinon, la plupart du temps, et surtout ces dernières années, les boîtes B2B qu'on a pu croiser et accompagner, c'est quand même la perf avant tout. Et tu restes sur cette logique, typiquement de coût par lead ou de coût par rendez-vous booké sur la gestion des ads et de YouTube en général. Ok, ouais, donc en fait, au final, t'as presque deux trucs, deux approches qui peuvent être complètement indépendantes, dans le sens où cette partie CTA, enfin lead gen et tout en vidéo YouTube paid, tu pourrais la développer de façon complètement indépendante du contenu organique que tu crées, quoi. C'est Enfin, ça. ou alors, et du coup, même pas investir sur la partie organique de YouTube. Ouais, alors ça marche un peu moins bien.
en B2B en tout cas, parce que ou alors tu as des super landing pages derrière, c'est un autre sujet. Ouais. Mais disons que ce qui aide avec la chaîne, c'est que tu vas créer ton audience de remarketing OK. assez qualitative avec des contenus organiques. Donc ça, c'est quand OK. même un super pouvoir de YouTube. Sur Instagram, tu vas l'avoir aussi, et ça marche aussi en B2B, et c'est un autre sujet. Mais sur YouTube, tu sais que c'est de la vue vraiment qualitative parce que c'est du format long. Donc ça reste intéressant, et c'est en ça que je mets toujours en garde sur le fait d'acheter des vues, même si du coup c'est des vues légales pour YouTube, parce que t'as pas le droit d'acheter des vues sur YouTube, sauf si c'est via la régie YouTube. Donc en fait, si tu donnes de l'argent à Google, bizarrement il est d'accord. Sauf que moi, alors t'as des gens qui font ça, il y a pas de souci, tu vois. Moi, ce que j'aime pas, c'est que ça va te fausser ton audience de retargeting avec des gens qui sont pas forcément qualifiés. OK. Je me méfie de ça. Et à côté de ça, effectivement, si tu veux des vues parce que tu as besoin de montrer quelque chose, tu vois, ça me fait repenser à un exemple. On a fait une fois le lancement d'un dessin animé pour les besoins de financement. Il fallait qu'il y ait le plus de vues possible. En fait, ils ont transformé des euros en vues. Et le but, c'était vraiment de payer le moins cher du moins cher du moins cher possible. On était tombé à 1 centime par vue. Mais derrière, OK. c'est pas des gens à qui tu aurais fait sortir la carte bleue pour acheter Ouais. quoi que ce soit, en fait. Mais c'était parce qu'il y avait un objectif précis. Et demain, si tu lances un produit, tu as besoin de montrer qu'il a été vu par X mille personnes, tu peux toujours avoir cette étape-là. Mais moi, ce que je préfère quand même, c'est la perf. OK, ouais, donc effectivement, les pubs YouTube, elles sont d'autant plus performantes qu'effectivement, tu peux créer des audiences de retargeting avec les gens qui ont vu tes vidéos, tes contenus longs, quoi. OK. Et Jeannette, du coup, toi qui as investi pas mal sur cette plateforme, que ce soit du coup pour ton agence, pour tes clients en paid ou en organique, au final, est-ce que tu as quelques tips qui pourraient aider à performer pour quand on se lance? Bah, tu vois, sur la brique organique, c'est important de tester, de ne pas partir avec un plan bien défini, je pense. Mais à un moment, tu vois, je l'ai fait moi-même, je me suis fait accompagner sur mon propre canal YouTube, alors que normalement, tu vois, côté ads, moi, ça faisait des années, j'avais déjà fait des campagnes à plus de 100K de spend sur YouTube il y a 6 7 ans. Et, euh, et à côté de ça, tu sens qu'il y avait ce besoin de cohérence parce que tu as quand même une étape de branding qui est un peu moins ma tasse de thé, avec quelle est la cohérence de ta chaîne, sur quoi tu veux emmener les gens, et tu regroupes ça avec le mapping de ton parcours utilisateur dont je parlais tout à l'heure, parce que tu peux vite tomber dans le piège de la chaîne qui fait du edutainment, mais B2B, mais où derrière tu vas faire l'éducation de ton marché, ou l'éducation, tu vois, je prends l'exemple sur l'agence, tu vas avoir l'éducation de tes pairs, parce que tu regardes les vidéos tuto sur l'emailing ou sur Google Ads que j'ai sur la chaîne, 90% des commentaires, c'est d'autres freelances et agences qui viennent poser une question supplémentaire. Sauf que moi, j'ai aucun produit, j'ai pas d'infoproduit ou quoi que ce soit. C'est Ouais. pas mes clients. Donc, ça me fait plaisir parce que tu es là pour partager aussi. Mais si tu as une logique de perf derrière, il faut toujours se dire, OK, mais en fait, c'est quoi les problèmes de ma cible? Et si on devait vraiment démarrer, tu vois, ce qu'il faut avoir en tête, je pense, c'est se dire, OK, mais en fait, de quoi me parlent toujours mes prospects? C'est quoi les problèmes qu'ils soulèvent en rendez-vous ou dans les onboarding? Les premiers problèmes qu'ils ont avant de démarrer à bosser avec toi. Et ensuite, en déduire des points d'accroche pour faire tes premières vidéos. Et de là-dessus, normalement, tu vas récolter plus de feedback et avoir plus d'infos derrière pour faire les suivantes. Au moins, ça met le pied à l'étrier. OK. OK, c'est marrant, tu vois? Parce qu'au final, j'allais dire, et je tombe dans le piège de ce qu'il faut pas faire parce que, quand en t'interrogeant, tu vois, c'est con, je cherche le tips un peu, un peu, tu vois, le conseil un peu concret, le type d'organisation, de structure ou d'optimisation qui fait que ça va aider à marcher. Puis au final, toi, tu reviens toujours quand même au sujet, à la qualité du contenu, à la problématique et s'intéresser aux prospects. Et c'est le truc sur tous les sujets où en fait, moi, on le répète tout le temps quand on fait du contenu. Au final, il y a pas de secret, il y a pas de recette magique. C'est toujours un peu les mêmes, la qualité, les sujets, la compréhension de son personnel, la compréhension de sa cible. Et puis du coup, tu me le renvoies à la figure, alors qu'en fait, je me rends compte que la façon dont je l'abordais, je cherchais ce truc-là, tu vois. Donc bref, comme quoi je me fais auto-piéger des critiques que je fais tout le temps. C'est bien des fois de temps en temps. Ouais, mais, par contre, tu as un autre ennemi dont on n'a pas parlé, effectivement, c'est que au-delà de ça et de savoir quoi dire, tu as un ennemi qui est plus compliqué et plus pernicieux que quand tu fais de la créa de contenu, même sur Insta ou LinkedIn, ou quand tu crées un article de blog, typiquement, que tu peux écrire en pantoufle à 23h30, c'est pas grave. Les vidéos YouTube en pantoufle à 23h30, il y a peu de personnes en B2B qui peuvent réussir à faire ça et être
cohérent en tout cas. Et Ouais, du coup, la logique de résoudre la friction que tu as par rapport au tournage, ça par contre, ça va être, un sujet, qui peut bloquer pas mal de monde au début, surtout en B2B où tu dis: «Ah, il faut que je prenne un cadreur, un monteur, quelqu'un pour le son, qu'on réserve une salle, machin». Et effectivement, ça peut être intéressant, tu vois? C'est cool, nous on a un peu de matos, on a des Lumix, avec, les objectifs, qui coûtent un SMIC, ouais, c'est pas du tout le sujet, tu vois? C'est vraiment pour se faire plaisir et parce que, bah, de base, moi je suis fan de photo, donc ouais. ça joue, on va dire. Mais à côté de ça, là, je me retrouve à faire de plus en plus de vidéos avec, les je vais refaire de la pub pour eux, mais les petits, Osmo là, les petites caméras que tout le monde a qui coûtent, finalement pas si cher que ça pour ce que c'est, où, tu as la qualité, 4K, ça tient dans la poche et tu peux le sortir, de n'importe où et tu vois, hier, je me suis retrouvé à avoir une idée de vidéo, non scriptée, non prévue. C'était sur, est-ce que Google est en train de perdre la guerre de l'IA? Et j'ai fait 12 minutes de rush en posant juste la Osmo sur la table, dans une salle de réunion au bureau. Et le soir même, la vidéo, elle sortait. Donc, faut pas surintellectualiser non plus tout ce qui est setup. Le son, c'est important, mais aujourd'hui, tu as des petits appareils, tu vois, qui permettent de sortir quelque chose rapidement. Et il faut pas tomber dans le piège de il nous faut une caméra, il faut un expert vidéo, etc. C'est pas le sujet en fait. Et ce sera jamais le sujet normalement en B2B, sauf quand tu vas très très loin. Mais nous, on est là pour parler à des entreprises, donc entre guillemets, il faut juste que ça soit pro, mais ça a pas besoin Ouais. d'être, hollywoodien non plus et Ouais, OK, standard. ouais, effectivement, tu fais bien de démystifier un petit peu l'approche du truc parce que c'est vrai que quand on se lance, enfin, quand on a cette approche vidéo, en fait, on voit bien que, enfin, c'est plus d'investissement quand même que la rédaction d'un article de blog, mais effectivement, ça, on peut avoir peur un petit peu de l'ampleur du setup et de l'outillage qu'il faut avoir. Et en fait, ce que tu dis, c'est que c'est pas forcément, enfin, démystifier un petit peu le truc, on peut s'en sortir à moindre coût aussi, et puis dans des formats un peu light, quoi. C'est ça et surtout toujours avoir de quoi, alors c'est surtout vrai dans le business de conseil et on va dire la vente de services humains, pas forcément Mmh. dans le SaaS, mais le fait de réduire cette friction et d'avoir toujours, tu vois, là, j'ai les roads qui sont sortis et tout, je peux tourner en moins de 5 minutes. Là où s'il faut, installer l'appareil, mettre le trépied et cetera, en fait, tu te retrouves à ne jamais tourner et donc tu viens rajouter trop de friction pour que ça devienne vraiment un canal pérenne pour ton entreprise. OK, très cool. Bah, écoute, merci pour tous ces conseils. J'allais dire, si on devait résumer un petit peu notre échange, retenir un truc, à mettre en avant pour justement un marketeur qui doit développer un peu le sujet YouTube, et qui voudrait lancer le canal, c'est quoi que tu retiendrais? Le meilleur conseil qu'on m'ait jamais donné, je vais le piquer et je vais le reprendre, c'est, de produire du contenu que toi-même tu aimerais consommer ou encore mieux, tu aurais voulu trouver quand tu en avais besoin. OK. Ouais, et OK. Bah, c'est effectivement, un bon conseil, en règle générale. Et puis j'ai même envie de dire, c'est un peu ce que tu disais au début, hein, c'est qu'à la fin aussi, si même toi tu trouves que ça vaut pas la peine, de l'écouter, ça sert à rien de le faire, quoi. Tu vois, moi j'ai un cheat code, c'est que aujourd'hui la plupart de mes clients et de mes contacts chez les clients, c'est des CMO et moi j'ai quand même été CMO pendant un peu plus de 8 ans. Du coup, j'ai juste à parler à mon moi du passé et aux galères que j'ai pu avoir, ce qui fait que tu trouves des choses intéressantes à dire à ta cible parce que au-delà de reprendre les différents problèmes que tu as en rendez-vous, prospects, clients et cetera, tu peux facilement te revoir en mode miroir sur: «Ah ouais, mais en fait, comment j'avais géré le moment où, j'avais, perdu, 3 personnes dans l'équipe et que, il y avait un temps fort commercial qui arrivait, je m'étais débrouillé comment? J'avais dû chercher quelles informations? C'est quoi mon cheminement de pensée?» Et en fait, tu en viens à faire une espèce d'horoscope en mode: «Eh ouais, comment il fait pour savoir ça?» Tu vois? Et tout de suite, ça aide ta cible et ça te pose dans leur quotidien aussi. OK. Ouais, clairement. Bah, bon, après, là, en plus, tu as l'avantage, d'avoir été ta propre cible. Mais c'est vrai, tu vois, je pense, enfin, au final, ça peut marcher dans tous les secteurs de métier, tu vois? Parce que moi, j'avais reçu, le VP marketing de Doctrine, qui avait fait, donc, c'est un logiciel à destination des avocats, et qui avait fait une série qui s'appelle Je le jure, tu vois? Avec des portraits d'avocats où ils avaient invité les personnes et ils avaient cartonné en termes de vues, sur ces contenus-là vidéo. Donc en fait, ça peut marcher dans tous les secteurs d'activité, non plus pas que marketeux, donc c'est intéressant aussi, quoi. OK. Ouais, clairement. Très cool. Bah, écoute, encore une fois, merci pour tout ça, Maxence. Si jamais il y a des petites questions pour toi, du coup, on peut te trouver, bah, j'allais dire, on l'a évoqué sur LinkedIn, mais heu, LinkedIn, YouTube, sur la chaîne, du même nom et si, vous n'arrivez pas à taper les 13 lettres, ouais. c'est la chaîne. Ça marche. Bah, écoute, encore une fois, merci pour tout, et puis, bah, du coup, il me reste à te souhaiter une bonne journée.
Merci Axel, merci pour l'invitation et très bonne journée à toi aussi. Salut.